Alors pour l'année 2020, oui, c'était un coup dur énorme parce que le tourisme français en France, c'est 70% à peu près. Le touriste étranger, c'est entre 25 et 30%. Mais la différence, c'est que les étrangers laissent à peu près 60% en dépenses consommation tourisme. Ah, C'est il quand même représente que 60. 30% Des enfin, voyageurs. des touristes, mais 70% des dépenses. C'est ça. C'est à peu près sur les 170 milliards, c'est colossal. Donc l'année dernière, on le voit bien avec les grands magasins, avec les Chinois, les grands hôtels qui sont fermés, c'est des dépenses qui sont considérables parce que tout ce qui se fait dans les restaurants, dans les hôtels, les grands hôtels, les grands restaurants pour l'été, c'est les touristes étrangers qui font vivre. C'est pas les Français. Les Français dépensent peu, ils dépensent dans les petites choses, mais pas énormément. Donc ça, c'est important. On les regrette. Mais je pense que cette année, dans ce système de réciprocité d'accueil avec le pass sanitaire, en tout cas pour l'Europe, je pense qu'on risque d'avoir quand même pas mal d'étrangers qui risquent de revenir en France. Alors, certainement pas autant qu'en 2019, il y en aura. Pour revenir un petit peu au tourisme, disons au surtourisme, je suis tout à fait d'accord pour limiter certaines zones ou du moins créer des jauges comme c'est déjà créé auparavant. On le voit aux États-Unis, on le voit en Australie et dans beaucoup d'autres pays. C'est extrêmement bien fait et la circulation se fait normalement. Là, aujourd'hui, en France, on est des latins, donc c'est un petit peu anarchique. Tout le monde arrive dans le bon sens. On le voit bien au Louvre. Les files d'attente qu'il y a parfois, on pourrait les éviter. Dans certains musées, on pourrait les éviter. Donc c'est normal. Et on le voit bien d'ailleurs avec la Tour Eiffel, pour terminer. La Tour Eiffel est un site qui est réservé. On ne peut pas venir sans réservation, ou du moins en général, c'est porte close. Donc les réservations, des jauges, je suis tout à fait pour, et ça évite le surtourisme. Alors d'abord, l'histoire des 10 km est un élément pénalisant, puisque quand on veut voir des sites touristiques rien qu'en France, c'était compliqué de sortir de chez soi au-delà de 10 km. Donc pour un Parisien, à part le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, on ne peut pas aller au-delà. La deuxième chose, il faut faire attention à ne pas prendre trop Airbnb comment dirais-je, en parallèle, parce que Airbnb fait de la réservation sauvage, positive ou négative pour le client, mais ça détruit certains quartiers. On le voit bien avec le Marais à Paris, où c'est de la surpopulation. À certains moments, on ne peut plus marcher, on ne peut plus se déplacer. Mais attention, le tourisme, c'est 8% du PIB français, mais c'est un peu monté jusqu'à 40% dans certaines régions. Le PACA, la Corse, c'est 35-40% pour le personnel, pour le salarié. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement importantes et on s'en est rendu compte dans les partis politiques ou dans les mairies ou dans les régions. Donc, on y fait très, très attention à ça. Euh, le voyage, c'est aussi l'ouverture, c'est la tolérance. Et on ne pourra jamais interdire ces voyages par rapport à ce fameux surtourisme. Alors, c'est vrai que Venise, Dubrovnik était saturé, mais sur d'autres régions, c'était autre chose. Sur Venise, c'est parce que les paquebots, on a autorisé parce que ça ramenait beaucoup d'argent à la ville. Aujourd'hui, ça y est, Venise a enfin pris la décision de les déporter un petit peu plus loin. Mais le tourisme, de toute façon, sera encore limité pendant 2-3 ans, parce que le temps que ça reparte réellement, il faudra que les rotations aériennes fonctionnent correctement, ce qui n'est pas encore le cas pour 2021, donc ça va limiter. Et ensuite, les groupes hôteliers qui sont énormes, il y a 20 ans, vous aviez 5 hôtels sur une destination, aujourd'hui vous en avez 100. Et c'est ça qui attire la population. Donc les États sont extrêmement responsables, mais les voyageurs, de plus en plus de voyageurs, sont largement bien informés par rapport à la situation du pays ou de la zone et font extrêmement attention. Donc l'histoire du surtourisme, on est d'accord, c'est un problème politique, surtout de gauche, extrême gauche, mais en fait, c'est tellement important capitalistiquement parlant qu'on ne pourra pas s'amuser à bloquer ça indéfiniment. Cet été s'annonce en moyenne plus chaud. Il peut y avoir des épisodes de chaleur, ce qu'on appelle les vagues de chaleur, dont on sait que ces vagues de chaleur, elles augmentent en moyenne. La probabilité d'avoir une vague de chaleur avec le changement climatique aujourd'hui, c'est en gros 30 à 40% de plus qu'il y a 10 ans. Et puis ensuite, à l'intérieur, il peut y avoir des canicules. Les canicules, c'est quand la température ne baisse plus la nuit. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'avec le changement climatique, ça va être probablement plus long et plus intense. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu en 2003, ça va devenir quelque chose d'assez récurrent. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir 15 jours ou 3 semaines complètement pourries avec de la pluie et du froid. Et cher Venopoulos, est-ce que ça a des conséquences d'ailleurs sur les lieux les plus prisés? Est-ce que c'est la Bretagne plutôt que le Languedoc-Roussillon et l'Irlande plutôt que le Maroc ou les Baléares? Alors ça, c'est comme les voyages s'achètent de plus en plus souvent en dernière minute. Certaines personnes peuvent changer d'avis justement sur l'Irlande, sur la Bretagne ou sur la Normandie, bien que la Bretagne peut être très chaude aussi l'été.
Les décisions, enfin les décisions météo ne changent pas grand-chose parce que lorsque vous êtes sur votre lieu de vacances et lorsque vous êtes à votre domicile, vous ne subissez pas de la même façon la température. Et d'ailleurs, on le voit bien, comme la destination des États-Unis, qui est une des destinations qui devrait s'ouvrir prochainement normalement, vous pouvez très bien aller à New York où il fait très chaud l'été, à Las Vegas ou dans le désert ou sinon même du côté des Grands Lacs. Donc c'est pas du tout une décision prise en fonction du climat. Soit vous réservez longtemps à l'avance parce que vous voulez un superbe circuit, un superbe voyage, là le temps, ça vous est complètement égal. Soit par contre, vous prenez la dernière minute et vous n'aimez pas la chaleur et à la rigueur, dans ces cas-là, vous allez sur des destinations plus fraîches. Jean Viard, est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'à terme, le climat ait une incidence sur nos habitudes touristiques? Oui, ça peut avoir une incidence. Moi, je crois que ça en a d'ailleurs. Le fait qu'on ait des applis d'une semaine de météo sur nos téléphones, je pense que souvent, il y a des gens qui décident un peu au dernier moment en fonction de ça. Alors après, elles sont pas forcément vraies, mais on a le sentiment qu'elles sont vraies parce que sur le téléphone, il y a marqué qu'il va pleuvoir, quoi. Donc, c'est quand même une tendance forte. Oui, moi, je crois que ça peut avoir un certain effet. Je pense que la zone méditerranéenne, qui a été le cœur du tourisme dans l'historique, etc. et tout, bah, il va être plus chaud. Peut-être qu'il va être plus agréable à une autre saison. Vous voyez, le problème, c'est que les choses peuvent évoluer. Je vous rappelle qu'avant, on allait en Méditerranée l'hiver. On disait toujours l'été, mais il fait trop chaud, on n'y va pas. Les hivernants, comme on les appelait au 19e, ils allaient que l'hiver, pour chercher justement le fait qu'il faisait plus chaud là que dans le nord. Donc, vous voyez, il peut y avoir des changements de pratiques, mais le tourisme, vous savez, il n'arrête pas d'inventer depuis 150 ans des nouvelles destinations, des nouvelles pratiques. Et en même temps, comme on est de plus en plus nombreux à partir en vacances sur la planète, c'est plutôt un phénomène en expansion. Mais il y aura des adaptations. Moi, je pense que la Bretagne ne va pas y perdre. C'est vrai que Sandra Wabian, en ce moment, on peut changer de destination en fonction de la météo parce que tout est très souple du point de vue touristique. Les réservations de train et même les réservations de gîtes. Alors ça, c'est quelque chose de formidable. Est-ce que ça pourrait rester? Parce que c'est le consommateur roi, là, au dernier moment, je peux annuler sans pénalité ma location ou mon billet de train. Alors, consommateur roi, j'irai peut-être pas jusque-là, parce ces annulations, elles sont aussi liées au contexte sanitaire, c'est-à-dire qu'on vous permet d'annuler quand on va reconfiner d'une certaine manière. Donc, bon, je ne sais pas si c'est vraiment Et à la l'avantage du SNCF, est-ce qu'elle n'est pas en consommateur. train de changer de modèle, en train de dire on va arrêter de piéger les gens 3 mois à l'avance? Alors, la SNCF, ça fait longtemps qu'il y a des possibilités d'annulation et de changement. La question, c'est plutôt sur l'aérien, où là, il y a un petit peu moins de souplesse, en fait, en général. Et l'aérien, ils sont quand même dans une situation aujourd'hui assez préoccupante. Donc, on ne sait pas très bien comment est-ce ils vont reprendre la saison. Est-ce qu'ils vont casser leur prix et donner beaucoup de flexibilité pour essayer de récupérer le maximum de voyageurs, ou bien est-ce qu'ils vont Divisé essayer de par se 3 l'an rattraper, dernier. en fait, rattraper toute l'année, enfin le temps perdu et essayer et augmenter finalement leurs tarifs. On est vraiment dans une période d'incertitude sur l'aérien et c'est quand même très probable qu'il va y avoir de la casse. Un mot sur le tourisme d'affaires, puisqu'on parlait de l'aérien. Richard Venopoulos, l'autre jour, le président d'ADP, Aéroport de Paris, Augustin de Romanet, disait: le code de politesse dans le monde des affaires a changé. Aujourd'hui, autrefois, traverser la planète pour signer un contrat, c'était être bien élevé. Aujourd'hui, traverser la planète pour passer 2 heures à Tokyo ou je ne sais pas où, c'est être mal élevé. Il a eu l'air de dire: c'en est fini de ces longs voyages d'affaires et donc peut-être de ce tourisme d'affaires, de ces colloques porte-maillot où on réunit le monde entier l'espace de 3 jours pour un colloque. Alors, je crois qu'on restera mal élevé parce que de toute façon, le monde des affaires n'a pas le choix. On peut travailler par Zoom, par Internet comme on veut, mais de toute façon, les rencontres sur place sont impératives. On le voit bien d'ailleurs avec Google. Il a recommencé à faire venir son personnel pour pouvoir travailler en commun et pouvoir se déplacer également. Ça, il n'y aura pas le choix. Aujourd'hui, il y a peu de monde, mais ne vous inquiétez pas, d'ici 1 an ou 2, il y aura du monde. Rien que le tourisme d'affaires, c'est-à-dire les congrès, les salons, les week-end shops, les trucs de couture, vous avez énormément de demandes de déplacement et ça laisse énormément d'argent partout. Richard Venopoulos, qu'en est-il pour le Maghreb, notamment le Maroc? Question de Stanislas à Paris. On est très vaccinés, je crois, au Maroc. Hein. Oh oui, ça tourne très très bien. C'est vraiment une très très bonne organisation. Donc pour juillet et août, le Maroc devrait s'ouvrir sans aucun problème. Alors, on est dépendant des compagnies aériennes américaines qui sont d'abord prioritaires sur leur marché intérieur qui est énorme. S'ils arrivent à maîtriser leur marché intérieur en mettant tous les vols et surtout du personnel, on devrait rouvrir très rapidement les États-Unis, surtout pour le 4 juillet, fête de l'indépendance. Donc moi, j'ai un espoir pour fin juin, début juillet pour l'ouverture des États-Unis. Question de Jean-Pierre dans le Bas-Rhin. Il faut un test PCR pour aller en Corse.
Oui, il faut attendre quelques semaines pour qu'on sorte ce fameux pass sanitaire, soit français, soit européen, j'espère européen surtout. Et à partir de là, tout le monde pourra voyager normalement. Mais tant que ce document n'existe pas, malheureusement, certaines zones comme la Corse contrôlent. Et pourquoi il y a un test PCR pour aller en Corse? Bah, je crois, comme disait Jean-Pierre, c'est surtout de la rassurance parce qu'en fait, Non, quand non. les étrangers ou les touristes viennent, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent apporter. Avec ce fameux test PCR ou autre chose, ça permettra de rassurer la population. Magali Reguezza, c'est Il vrai faut, que c'est. il faut bien rappeler que le vaccin protège des formes graves, mais pour l'instant, on ne sait pas si la personne, malgré le vaccin, peut être par exemple asymptomatique. Et si vous arrivez sur une île avec une forme asymptomatique, vous pouvez contaminer beaucoup de monde. Alors, je ne sais pas, parce que si vous parlez de structures hospitalières, si on parle des Émirats et du Qatar, leur structure hospitalière est colossale, est superbe. Si vous parlez de la France, qui est un pays normalement qui devrait avoir des structures hospitalières de grande qualité, ça a l'air de ne pas être le cas puisqu'on est débordé. Donc, je ne pense pas que ça y joue. Je ne pense pas. Par contre, les assurances que les clients prendront, les assurances Covid, permettront de rassurer considérablement pour un rapatriement éventuel ou des prises de soins.